Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. Le rideau est tombé sur la 3e édition du festival Sud Comoé à Nitier ce dimanche dans la ville d'Aboisseau. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, présent à la cérémonie officielle de ce festival culturel touristique, gastronomique et commercial et régional, appelle à promouvoir les valeurs culturelles ivoiriennes au nom de la paix. Les populations de l'Indéni du Hablin se sont retrouvées hier samedi 14 décembre au stade Abengourou pour rendre hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a pris part à la cérémonie, a mis le cap sur le village d'Adonikro pour connecter la localité au réseau électrique. C'est l'un des ouvrages les plus attendus par les populations abidjanaises. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise sera inauguré demain lundi 16 décembre par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de 2 ans de travaux effectués pour donner forme à cet échangeur. Mais quels sont les réels impacts économiques d'un tel ouvrage déjà salué par les usagers? Élément de réponse dans ce 20h. Le G5 Sahel s'est réuni à huis clos ce dimanche à Niamey. C'est un sommet extraordinaire. Après l'offensive meurtrière lancée par des djihadistes contre une barre de l'armée nigérienne qui a coûté la vie à plus de 70 soldats, les présidents maliens, cadiens, burkinabés, mauritaniens et nigériens affinent leurs idées pour arrêter des stratégies. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par la ville d'Aboisseau où le rideau est tombé sur la 3e édition du festival Sud Comoé à Nitier ce dimanche dans la ville d'Aboisseau. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, présent à la cérémonie officielle hier, ce festival culturel, gastronomique et commercial et régional, il a appelé à promouvoir les valeurs culturelles ivoiriennes au nom de la paix. Le reportage de Guillaume Zéré est commenté par Franck Quadio. Sud Comoé, à Nitier 2019, la 3e édition du festival culturel, touristique, gastronomique et commercial de la région du Sud Comoé s'est achevée après 6 jours d'activité. Une semaine qui aura permis au peuple Bétibé et Essouma d'exposer au monde entier leur riche patrimoine culturel. Le succès du Sud Comoé à Nitier est le succès de nos royaumes, de nos rois, qui ont eu l'occasion unique de sortir de leur territoire pour se hisser au plan régional, voire national, en épuisant son temps, échappant ainsi à un enfermement sclérosant, mieux en se frottant aux autres, afin de s'enrichir de leurs différences, conformément à cette formule. Si je diffère de toi, tu m'augmentes. Pour cette année, quelques innovations au nombre desquelles un colloque pour pérenniser ce festival patrimonial conformément à la vision du gouvernement ivoirien. La culture, à travers les festivals et l'expression de nos diversités, nous conduisent à la paix, à l'amour, à la connaissance des uns et des autres. C'est pour cela que, monsieur le vice-président, je suis heureux de vous traduire toute mon admiration, car sous la gouvernance du président Alassane Ouattara et avec la confiance que vous avez placée en moi, les festivals aujourd'hui sont nombreux dans ce pays. La culture au service de l'unité des peuples et du développement du Sud Comoé, c'était le thème de la 3e édition, une édition qui a enregistré la présence d'un illustre invité. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, au patron de la cérémonie officielle, il a exhorté les peuples de Côte d'Ivoire à faire des valeurs culturelles le socle de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Les anciens, les sages, les dépositaires de nos us et coutumes ont un rôle primordial à jouer. Ne dit-on pas que quand les arbres se querellent dans la forêt, les racines, elles, continuent toujours de s'embrasser. Vous, les rois et chefs traditionnels, les anciens, les sages, vous êtes les racines de notre société et de nos communautés. Et tant que les racines tiennent solidement dans le sol et continuent de s'entrelacer, les arbres pourront peut-être ployer sous la force du vent, mais ils ne tomberont jamais.
Animation culturelle, jeux patrimoniaux, campagne de vaccination et exposition ont aussi meublé l'Agnitié 2019 dans le sud de Komwe qui a reçu le soutien des peuples frères du Ghana et de la République populaire de Chine. Dans la région de l'Indénié-Guablin, l'ambiance était aussi bon enfant. Les populations se sont retrouvées hier samedi au stade d'Abengourou pour rendre hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly y a pris part en marge de cette cérémonie dédiée au président ivoirien. Il a échangé avec le roi de l'Indénié, Nana Bouakwasi III. Le reportage d'Herman Niamien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au palais royal de l'Indénié à Abengourou, présent dans la cité pour une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, initiée par les élus et cadres de la région, Amadou Gon Coulibaly a tenu d'abord à présenter ses civilités au roi Nana Bouakwasi III pour avoir ses bénédictions. Un geste fortement apprécié par la royauté qui n'a pas manqué de traduire sa gratitude au président Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement au profit de la région. Nous vous remercions pour cette marque de considération que vous manifestez à notre égard en nous rendant visite au palais royal. Tout le peuple ndénien se sent très honoré. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes très sensibles à cette visite. Amadou Gon Coulibaly, tout en traduisant sa reconnaissance au roi pour cet accueil chaleureux, a indiqué qu'il se sent chez lui dans l'Indénié. Des cérémonies ont eu lieu à Bétier, des cérémonies ont eu lieu à Agnibilekro, mais que les cérémonies principales et finales devaient se dérouler ici même, ici à Abengourou. Je suis donc venu au nom du président de la République, le représenter, mais également transmettre tout son respect, toute son admiration à Sa Majesté. Dire que si tout ça a été possible, c'est également parce que notre pays est en paix. Après cette rencontre avec le roi Nana Bouakwasi III et sa notabilité, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et sa délégation se sont dirigés vers le stade d'Abengourou où a lieu la cérémonie d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. La population de l'Indénié-Guablin, précisément celle du village d'Adonikro, ont le sourire. Elle bénéficie du PS-Gouv, le plan social du gouvernement qui s'est déployé dans leur région. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a connecté ce village au réseau électrique. Adonikro, dans le département d'Abengourou, est désormais éclairé à la grande joie des populations. On retrouve Herman Niamien. C'est un rêve vieux de 37 ans qui vient de se réaliser. Les populations d'Adonikro, village situé à 3 km d'Abengourou, peuvent désormais profiter des bienfaits de l'électricité. Le village vient d'être connecté au réseau électrique national. La mise sous tension a été effectuée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la grande joie des populations. Adonikro sort des ténèbres grâce à l'action de son Excellence le Président de la République qui apporte le bien-être et le développement dans toutes les contrées du pays. Avant, pour regarder la télé, nous sommes obligés de mettre des batteries, nous sommes obligés d'avoir des groupes électrogènes. Aujourd'hui, tout cela va être éteint. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a indiqué au cours de cette cérémonie que cette action fait partie du programme social du gouvernement qui entend permettre à tous les villages de 500 habitants et plus de disposer de l'électricité. Cette dame, normalement, elle aurait dû payer 150 000 francs pour se connecter au réseau électrique. Avec le programme Électricité pour tous, c'est 1 000 francs que l'on paye et le reste est payé sur 10 ans. Mais ces 1 000 premiers francs, le président de la République a décidé que pour les ménages les plus défavorisés, que le gouvernement prenne également cela en charge. Donc la dame est aujourd'hui connectée à l'électricité. Le taux de couverture en électricité dans le département d'Abengourou est aujourd'hui au-delà de 73%. Les autorités sont confiantes que le taux de 100% sera atteint d'ici à fin 2020. Et avant de poser toutes ces actions de développement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part au meeting organisé par les populations au stade d'Abengourou pour rendre hommage au président Alassane Ouattara pour toutes ces actions de développement. Le chef du gouvernement ivoirien a évoqué la paix, la cohésion, le rassemblement avec les filles et fils de l'Indénié. Herman Guivi. L'hommage de l'Indénié Guablin au chef de l'État Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Le président de la République, représenté par son Premier ministre,
Amadou Gon Coulibaly. Des populations et cadres de l'indénié Djuablin mobilisés pour exprimer leur reconnaissance à celui qu'elles considèrent comme leur bienfaiteur. Nous savons reconnaître notre bienfaiteur. Notre bienfaiteur ici, c'est qui? Chers parents, l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Vous voyez, en 8 ans, ce que le RHDP a fait avec le président. On a encore 5 ans qui arrivent. Je vous dis de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le RHDP. Le programme social du gouvernement, dans le prolongement de sa mise en œuvre et l'extension de sa toile, poursuit son action. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly confirme d'autres grandes actions sont à venir pour l'indénié Djuablin. Le projet d'alimentation en eau potable de la région de l'Est. Quelques localités qui seront servies. Il s'agit de Kodjina, Etienne-Kro, Agnassué, Anokwa-Diokro, Kablankro et Dalo. Mais vous devez savoir que dans une seconde phase, ce sont les localités de Satikran, Adikikwa, Asakro, Sankadiokro, Amelekia Zebenou, Brendoukro et Asokro qui seront alimentés à partir d'Abangourou. En 2021, toutes les localités que je viens de citer auront leurs problèmes d'eau définitivement réglés grâce au programme social du gouvernement et à ADO. En matière d'électrification, sur la période 2019-2020, 31 nouvelles localités seront électrifiées dans le programme social du gouvernement et feront passer le taux de couverture sur l'ensemble de la région à plus de 90%. Mais pour le département d'Abangourou, ce sera à fin 2020, 100%. Tous les villages seront donc électrifiés. Et pour les localités restantes, pour l'ensemble de la région, elles seront toutes électrifiées dans la période 2020-2025. Amadou Gon Coulibaly a invité les populations de l'indénié Djuablin à faire bloc autour de la vision prônée par le RHDP. Oui, le président Alassane Ouattara mérite humblement nos hommages car il met en œuvre avec succès ce qu'il a dit, à savoir redonner à ce pays sa fierté et sa prospérité. Oui, cela a été fait. Redonner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens leur dignité. Oui, cela a été fait. Ramener la paix et la sécurité que nous n'aurons jamais dû perdre ivoirien envers ce grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, je tiens à le dire également ici dans l'indénié Djuablin. La pente de progrès, le sentier vertueux sur lequel la Côte d'Ivoire est engagée sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, je tiens à vous le dire et vous pouvez dormir en paix, est absolument irréversible. Nous savons tout le travail qui a été abattu sous le leadership du président Alassane Ouattara pour que cette croissance soit redistribuée, pour que ce programme social du gouvernement permette de régler la vie quotidienne des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Et nous savons combien de fois les Ivoiriennes et les Ivoiriens apprécient cela. C'est pour cela que je veux ici prendre clairement devant vous l'engagement et vous dire, n'ayez pas peur, la Côte d'Ivoire est bien engagée, c'est irréversible, le progrès est là, il continuera d'être là et nous continuerons de travailler pour le bien-être des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Plusieurs dons offerts par les populations de l'indénié Djuablin au Premier ministre. Celles-ci rassurent de leur soutien au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix pour l'échéance électorale de 2020. La paix d'actualité dans notre pays, et cette paix est aussi promue dans la région de San Pedro. Les populations reçoivent depuis quelques jours la visite du président du Sénat, Ahoussou Diojano. Également, cadre du RHDP, prône l'unité, la cohésion, le développement dans cette région. Le compte rendu de cette tournée de sensibilisation et de mobilisation avec notre correspondant sur place, Sam Kona.
C'est à la place Rotary de San Pedro que Janoa Oussou-Kouadio a tenu son premier meeting de l'étape de San Pedro. Félix Anoblé, coordinateur régional du RHDP, a rassuré les populations quant à la volonté du président Alassane Ouattara de céder la place à la nouvelle génération. Le président Alassane Ouattara n'est pas accroché au pouvoir. En disant qu'il part, le président nous démontre qu'il a préparé des hommes après lui. Il démontre qu'il tend la main à la génération future et il se porte garant de cette nouvelle génération et prêt à être à ses côtés pour les guider et les accompagner. Tout ce qu'il fait, il faut le soutenir. C'est notre président, celui que nous avions aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas se tromper. Alassane Ouattara est un digne successeur de Félix Houphouët-Boigny. Notre pays connaît des mutations très positives. Continuons sur ce chemin afin que le travail entamé puisse vivifier la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny. L'un des temps forts de ce rassemblement, l'intronisation du nouveau chef des Baoulés de San Pedro, en présence des autres chefs de communauté. Nana Bladjedeni remplace l'ancien chef décédé. Le président du Sénat a exhorté toutes les communautés vivant dans la région de San Pedro à la paix et à la cohésion. La coordination régionale du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a été installée ce week-end à Man, capitale de la région du Tonkpi, par le ministre Dosso Moussa, membre du directoire exécutif du RHDP. Et ils s'engagent tous à promouvoir, à prôner les idéaux du RHDP dans la région du Tonkpi. Le compte rendu est signé de notre correspondante Eve Bouy. Ce sont les ministres Sidiki Konaté et Albert Touakos Mabri qui coordonneront désormais toutes les activités du RHDP dans la région du Tonkpi. Ces deux coordonnateurs régionaux, avec leurs coordonnateurs associés, sont investis officiellement par le ministre Moussa Dosso, membre du directoire exécutif du RHDP. Une cérémonie à laquelle a pris part toute la grande famille des oufouettistes de la région du Tonkpi. La consigne pour la victoire en 2020 est ainsi donnée par l'émissaire du parti. Nous serons bientôt lancés sur l'ensemble du territoire en campagne pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Ce qu'il nous faut, c'est la paix entre les filles et les filles de ce pays. C'est la réconciliation entre les filles et les fils de ce pays. C'est bien sûr l'entente entre les filles et les fils de la région du Tonkpi. En retour, les deux coordonnateurs régionaux ont rassuré le ministre Moussa Dosso. Le Tonkpi a un lien très fort avec le RHDP, où presque toutes les élections ont été gagnées par le RHDP. Dans cette région, le RHDP a une base d'au moins 80% de l'électorat. Je voudrais te rassurer sur notre engagement à poursuivre l'œuvre du président, à rassembler, à créer la cohésion, à créer l'union. En plus des coordonnateurs régionaux et leurs associés, les délégués départementaux, sous-préfectoraux, communaux et associés de toute la région du Tonkpi ont été également mis en mission. Loin du terrain politique, cette information officielle, le péage sur la route internationale de l'Est est désormais une réalité. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui dimanche à Thomas 7 par le préfet de la région de l'Agnibi-Tiassa, André Ponon. Il a indiqué que le péage est une condition pour avoir de bonnes infrastructures dans notre pays et plus particulièrement sur cet axe qui compte 2 postes. De plus, le PAC a construit de nouvelles routes. L'enseigne Bakayoko. Au nom du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, je voudrais déclarer ouvert les péages de Thomasé et de Moapé. Fini donc la gratuité pour les usagers de la route internationale de l'Est. Désormais, le ticket de passage, c'est 500 francs pour les véhicules légers, 1500 pour les minicars de 32 places, 2500 pour les cars et les gros camions et 3500 francs pour les camions poids lourds. Ces tarifs ont été arrêtés de façon consensuelle par l'ensemble des parties prenantes à l'opération au cours d'une rencontre le 29 juillet à Bangourou. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont fixé les montants à acquitter. De leur côté, les transporteurs, principaux usagers du tronçon, accueillent positivement l'infrastructure.
Nous pensons qu'à partir de maintenant, nous aurons de plus en plus en Côte d'Ivoire, mais particulièrement sur cette route de l'Est, un réseau routier à même de permettre aux transporteurs et aux conducteurs de minimiser les risques de la vie de nos populations. Quant aux populations d'Agboville, elles aussi comprennent le bien fondé de la commercialisation de la route qui doit permettre d'optimiser l'entretien du réseau national. Mais elles jugent un peu prématuré la mise en exploitation du péage, notamment au niveau de Thomassé. Nous qui sommes à Agboville, nous sommes un peu vraiment déçus pour un péage que nous allons effectivement payer, mais pour une route qui n'est pas encore terminée. Je pense que vraiment là ils ont fait deux poids, deux mesures. Toutes ces frustrations vont être levées avec l'achèvement dans les meilleurs délais des travaux de réhabilitation de la route d'Agboville. Il ne faut pas que les gens se plaignent, il faudrait que les gens puissent contribuer au paiement pour une meilleure qualité de la voie. À Moapé, tout comme ici à Thomassé, on peut voir un local de contrôle hyper sophistiqué qui permet de visualiser et de suivre en temps réel tous les mouvements au niveau des pistes, des cabines et des caisses. Les prévisions tablent sur un débit de 5000 véhicules par jour. Et parlant d'infrastructures, justement, c'est l'un des ouvrages les plus attendus par les populations abidjanaises. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise sera inauguré demain lundi 16 décembre par le président Alassane Ouattara. Plus de 2 ans de travaux effectués pour donner forme à cet échangeur. Mais quels sont les impacts économiques d'un tel ouvrage déjà salué par les usagers? Élément de réponse avec notre reporter Jean-Luc Bambo. Elles sont bien loin les récriminations qu'on pouvait entendre chez les usagers du carrefour Solibra. Si les travaux de construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ont perturbé pendant plusieurs mois la circulation à cet endroit, tout le monde n'a désormais Dieu que pour ce joyau architectural qui s'étend sur un demi-kilomètre. C'est fini, mais vous savez, le moment où les travaux étaient en cours, c'est quelque chose qui est psychologique. Il faut comprendre que c'est un chantier. Même si c'est chez toi à la maison que tu veux balayer, il faut mettre un peu les enfants de côté avant de nettoyer la place. Ce que nous voulons, c'est l'entretien. Parce que c'est très capital. L'entretien là. S'il n'y a pas d'entretien, on ne peut pas évoluer. Parce qu'on fait la route, c'est bien. Mais il faut entretenir. Nous espérons qu'à Boutiaï, c'est fini, quoi. En tout cas, on enlève, même s'il n'y a pas l'argent, tu sors la nuit, à quel moment tu peux rentrer à la maison sans problème. En tout cas, on remercie le président. Son inauguration a été annoncée en Conseil des ministres. En attendant, les derniers jours sont rythmés par les ultimes travaux de finition. Livrer un ouvrage de qualité, c'est le défi que doivent relever le chef du projet, Kra Atta et ses équipes. Dans 6 mois de travail intense, c'est le résultat qui est là. Nous, les techniciens, ce qu'on tire comme satisfaction, c'est de voir que notre œuvre, le travail qu'on a fait, profite à la population. Donc vraiment, on sera plus satisfait quand on va voir le pont mis en service. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, c'est un pont dalle en béton à 2 bras. L'un dans le sens Trècheville-Aéroport, long de 312 mètres, et l'autre dans le sens Pont Général de Gaulle Aéroport, long de 210 mètres. On entend communément qu'on ne mange pas les ponts, mais en réalité, c'est des ouvrages qui au bien-être, qui contribuent à la croissance de l'économie. Et avant, quand tu passais, tu peux faire 30 minutes dans l'embouteillage. Maintenant, peut-être en 2 minutes, tu vas passer, ça fait un gain de temps. Et je demande donc à la population de vraiment de faire bon usage de cet ouvrage-là. Les travaux de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise ont été lancés en novembre 2016. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, il a coûté un peu plus de 28 milliards de francs CFA. Il est prévu une deuxième phase à cet ouvrage. Elle permettra d'ajouter à l'échangeur un 3e passage supplémentaire en hauteur dans le sens Makori-Trècheville. Le Japon a déjà octroyé à l'État ivoirien 25 milliards de francs CFA qui serviront à financer ces travaux. Et voilà, un joyau architectural qui fait la fierté de tous les Abidjanais. Et l'échangeur sera inauguré demain lundi par le président de la République, Alassane Ouattara. On passe maintenant au domaine des médias. Notez que le basculement de la Côte d'Ivoire dans le système de télévision numérique terrestre suit son processus. Après Abidjan, Bouaké vient de connaître le lancement officiel de la TNT de la région de Béké. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Il exhorte les jeunes à s'organiser afin de tirer profit de l'avènement de la TNT. Charles Tatou.
La Côte d'Ivoire va progressivement à l'émergence et elle ne veut laisser aucun domaine en arrière en matière de développement. En témoigne le système de diffusion d'images de télévision déjà en pleine mutation. Du système de télévision analogique, on tombe petit à petit dans le système de télévision numérique terrestre. Un système plus performant qui offre beaucoup d'avantages aux populations. La qualité d'image est donc indéniable. Et donc, une fois que vous achetez le décodeur ou l'antenne, vous n'avez plus rien à payer. Alors, vous avez aussi d'autres services ajoutés. Donc, nous allons pouvoir aussi mettre dans notre tête réseau. Si vous avez des opérateurs de banque d'images, donc nous aussi, on est capable effectivement de diffuser toute cette banque d'images à travers notre réseau. Après donc Abidjan, le processus du basculement de la Côte d'Ivoire à la TNT suit son cours avec la deuxième phase de cette opération. Bouaké, localité de démarrage de la deuxième phase de cette opération, consacrée à la mise en marche officielle de la TNT à l'intérieur du pays, mais surtout à la campagne d'information et de sensibilisation de la population. Le ministre de la Communication et des Médias y a effectué le déplacement, accompagné des premiers responsables de la société ivoirienne de télédiffusion. Le président du conseil d'administration est revenu sur le bilan des travaux d'équipement. Nous devons signaler et préciser que tous les grands centres qui ont été construits dans les phases 1 et 2 sont en service et fonctionnent parfaitement, sauf à San Pedro, où il faut parfaire le fonctionnement par la construction d'un nouveau pylône. Pour le ministre de la Communication et des Médias, l'avènement de la TNT offre aussi des opportunités d'affaires. Sidi Touré exhorte les jeunes à s'organiser afin d'en tirer profit. Chers amis jeunes de la région de Becker, je m'empresse de vous informer que s'il y a une nouvelle technologie, il y a également de grandes opportunités d'emploi, comme le soutien technique des ménages, l'installation des équipements, la maintenance, etc. Pour l'heure, la TNT couvre 25% de la population ivoirienne. L'ouverture du centre émetteur de Bouaké portera la couverture à 60%. La présidente du CNDHCI, le Conseil des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, était aujourd'hui sur le plateau du 13h au magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Namizat Sangari est venu parler de la quinzaine des droits de l'homme qui vient tout juste de s'achever. 15 jours de promotion des droits de l'homme, de cohésion sociale, de genre et de justice. Je vous propose un extrait de leur entretien. Dans le seul mois de décembre, les Nations Unies ont proclamé près de 10 journées internationales pour faire une halte sur des droits spécifiques. En gros, quel objectif vous visiez à travers l'organisation de cette quinzaine-là? L'objectif, c'était aussi de faire mieux connaître le mécanisme, le CNDH, faire accroître la connaissance des droits de l'homme. Vous avez vu que pendant la journée porte ouverte, nous avons reçu 450 élèves des lycées et collèges d'Abidjan qui sont venus faire connaissance avec le mécanisme. Et ces activités qui se sont tenues au siège ici à Abidjan ont été faites en même temps sur l'étendue du territoire dans nos commissions régionales. Hors de la Côte d'Ivoire, Niamey, la capitale nigérienne, accueille ce dimanche un sommet extraordinaire des dirigeants du G5 Sahel après l'offensive meurtrière lancée par des djihadistes contre une base de l'armée nigérienne dans l'ouest du pays qui a coûté la vie à plus de 70 soldats nigériens. Les présidents maliens, cadiens, burkinabés, mauritaniens et nigériens affinent leurs idées donc pour arrêter des stratégies en vue de stopper l'action des terroristes dans la région. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans le monde avec Lydie Sadia et Eric Goré. Le procès en appel de Théodorin Obiang, fils du président de Guinée équatoriale et vice-président du pays, s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est poursuivi pour blanchiment, notamment pour corruption. L'accusé, qui n'a jamais comparu en première instance, ne sera pas présent. 71 militaires nigériens ont été tués lors d'une attaque du camp militaire d'Inat, dans l'ouest, près de la frontière avec le Mali. Cette attaque est la plus meurtrière depuis le début de l'offensive djihadiste au Niger, en 2015.
L'état d'urgence décrété en 2017 dans plusieurs départements pour lutter contre les attaques djihadistes est prorogé pour une période de 3 mois. Les organisations réformistes CFDT, UNSA et CFTC n'ont pas été convaincus par les mesures annoncées par le Premier ministre français, Édouard Philippe, notamment l'instauration d'un âge d'équilibre à 64 ans. Ces organisations appellent désormais à rejoindre la mobilisation du 17 décembre. Le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson remporte la majorité absolue aux élections législatives. 368 sièges sur 650 à la Chambre des communes, devant les travaillistes de Jérémy Corbyn, qui obtiennent 191 sièges, un résultat nécessaire pour la mise en place de son plan de sortie de l'Union européenne. Abdelmajid Tebboune, un ancien proche d'Abdelaziz Bouteflika, a remporté au premier tour la présidentielle algérienne avec plus de 58% des suffrages. Le nouveau chef de l'État devra faire face à la contestation qui réclame la chute de tout le système. Déchu par l'armée après un mouvement de contestation, l'ancien président soudanais Omar El-Béchir a été condamné par le tribunal de Khartoum à 2 ans en résidence surveillée pour corruption. L'ancien dirigeant est visé depuis longtemps par un mandat d'arrêt pour génocide au Darfour. La COP25 de Madrid s'est achevée par un accord à minima sur le climat, malgré les appels pressants des militants écologistes. Après 2 semaines de négociations difficiles, les 200 pays participants ne se sont pas entendus sur les règles des marchés carbone internationaux. Voilà, ainsi va le monde. Je rappelle qu'ici en Côte d'Ivoire, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise sera inauguré demain lundi 16 décembre par le président de la République Alassane Ouattara à partir de 10h et l'événement sera retransmis en direct sur RTI 1. Très belle soirée. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.